Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture et je vais vous parler de 6 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Alors je sais ce que vous allez vous dire, quoi mais elle est vraiment en pyjama? Bah oui, je suis vraiment en pyjama. Sérieusement, aujourd'hui j'avais absolument aucune envie de m'habiller pour faire cette vidéo. C'est une journée assez difficile, donc oui, je suis en pyjama. Dans cette vidéo, je commencerai par vous donner mon avis sur Laura Noir, puis je vous parlerai de Ugly Love. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de The Curse. Je vous donnerai également mon avis sur le tome 2 de la trilogie Le Joyau. Je vous parlerai aussi du tome 3 de la trilogie Sexy Lawyers. Et pour finir, j'aborderai avec vous La Faucheuse qui a été mon deuxième coup de cœur de l'année. Le premier livre dont je vous parle, c'est donc Laura Noir que j'ai lu dans le cadre du club des lecteurs Scrineo. C'est un livre écrit par Roberto Sanquer auquel j'ai mis la note de 3 sur 5. C'est un livre de fantaisie dans lequel on fait la connaissance de Louise, une adolescente qui est en apprentissage pour devenir une Rinxay. Alors une Rinxay, c'est une sorcière guérisseuse qui tire ses pouvoirs de la nature. Louise est en apprentissage avec 12 autres camarades de classe. Elle va avoir un examen final à passer pour avoir le statut de Rinxay. Et le mal n'est jamais loin dans cet univers puisqu'il y a un démon qui rôde dans l'ombre et qui va déposer une espèce de malédiction qui s'appelle l'aura noire sur Louise, ce qui fait que tous les proches de Louise vont succomber à la mort les uns après les autres. Salut Kiki! C'est maman Poupoule! C'est maman Poupoule! Viens me voir. Si tu veux donner ton avis sur l'aura noire ou pas, poupette? Ne te débat pas, petit démon. Petit démon, on a la même couleur de pelage aujourd'hui. Bisous sur ta truffe. Allez, tu me laisses? Tu me laisses faire ma vidéo? Allez, zou, file dans ta chambre. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce truc en pilou, si elle laisse des poils dessus, ça ne se voit pas. J'ai adoré l'univers mis en place par l'auteur, je l'ai trouvé vraiment original et bien maîtrisé. J'ai également beaucoup aimé la direction prise par l'histoire, en revanche, ce qui m'a beaucoup moins plu. Kiki! C'est l'écriture et franchement c'est suffisamment rare pour que je vous le précise, étant donné qu'on est dans un registre de fantasy, donc on s'attend à un langage assez soutenu, assez recherché, et en réalité je me suis retrouvée face à un langage hyper courant, voire même parfois familier, et ça m'a complètement perturbée parce que je ne m'attendais pas à ça, et clairement ça n'a pas été une bonne surprise. L'autre point noir au tableau pour moi, ce sont les personnages. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage de Louise, je l'ai trouvé fade, sans grande personnalité et sans grande maturité. La seule chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est la relation privilégiée qu'elle entretient avec sa maîtresse Rinxay qui est infirme. J'ai trouvé leur relation vraiment belle et touchante, mais autrement voilà, je n'ai pas du tout apprécié les personnages dans leur ensemble. Donc, en résumé, l'imaginaire de l'auteur et l'univers incroyable qu'elle a créé, oui. Maintenant, l'écriture et les personnages m'ont clairement laissé de marbre, donc j'ai décidé de mettre la note de 3 sur 5 à ce livre. J'ai ensuite lu Ugly Love de Colleen Hoover, sorti aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ce livre, vous me l'aviez choisi pour qu'il inclue ma pile à lire hivernale, je l'ai donc lu et je m'attendais vraiment pas à autre chose qu'à un coup de cœur, étant donné que Colleen Hoover c'est l'une de mes auteurs de romance contemporaine préférées. Et que vous dire, mis à part que ça a été une grosse déception pour moi, je lui ai mis tout juste la moyenne, 2,5 sur 5. Kate suit des études pour devenir infirmière, elle va décider d'emménager un petit moment dans l'appartement de son frère, d'autant qu'il est souvent absent étant donné qu'il est pilote d'avion. Il habite dans une résidence où la plupart de ses voisins sont eux aussi des pilotes et Tate va rapidement faire la connaissance de son voisin de palier qui s'appelle Miles. Très vite, entre eux, l'alchimie va être immédiate, ils vont très rapidement se désirer l'un et l'autre physiquement, mais Miles va tout de suite lui mettre des limites, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour, entre guillemets, un plan cul, mais entre eux ce ne sera jamais romantique, il n'y aura jamais d'espoir qu'ils puissent entamer une véritable relation sentimentale. Alors dès les premières pages, on comprend que l'intérêt principal de l'histoire réside à découvrir le passé de Miles. Pourquoi est-ce qu'il fuit l'amour comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas du tout envie de s'ouvrir à une jeune fille qui pourtant lui plaît beaucoup? Et son passé, on va le découvrir tout au long de l'histoire. L'auteur va revenir sur quelques pages à la fois des éléments qui ont vraiment marqué son passé.
je dois vous dire que j'ai été assez déçue parce que il n'y a pas vraiment eu de surprise pour moi, c'est-à-dire que j'avais deviné la plupart des éléments composants de son passé quasiment dès le début de l'histoire. En plus de ça, ça a retrouvé écho en moi à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et que j'avais adoré. C'était à peu près le même thème, donc j'ai eu une impression de redite qui m'a clairement déçue. En plus de ça, Miles ne m'a pas trop facilité la tâche, je l'ai trouvé assez égoïste, assez lâche. Alors oui, d'accord, ça peut se comprendre par rapport à ce qu'il a vécu. Il n'empêche qu'il m'a paru assez antipathique. Kate, quant à elle, je l'ai bien aimée, je l'ai trouvée déterminée, souriante, pleine d'humour, solaire. Donc un personnage vraiment très agréable à suivre, mais l'histoire entre eux deux m'a semblé particulièrement fade, sans saveur et creuse. Ce livre, c'est plus une suite ininterrompue de scènes sexuelles qu'autre chose. Alors franchement, ça me dérange pas plus que ça, mais c'est clair que si on lit un bouquin où il y a clairement presque que ça, bah oui, on finit par s'ennuyer un petit peu. Donc au-delà de la révélation concernant le passé de Miles, il se passe vraiment pas grand chose dans ce livre, et c'est ce qui justifie le fait que malheureusement j'ai mis la note de 2,5 sur 5. J'ai ensuite lu The Curse en lecture commune avec ma copine Béa. C'est un livre que les éditions Lumens m'ont gentiment envoyé après nous avoir présenté en décembre lors du petit déjeuner qu'ils avaient organisé dans les locaux de leur maison d'édition. Ce livre est écrit par Marie Rutkowski et je peux d'ores et déjà vous annoncer, tout en sachant que je ne sais pas du tout à quelle date je publierai cette vidéo, mais bref, que le samedi 25 mars, à 17h, j'ai rendez-vous dans l'hôtel Mercure qui est en face du salon afin d'interviewer Marie Rutkowski, et cette interview sera filmée. Alléluia! Je suis super contente, vous devez bien vous en douter. Pour moi, c'est un immense honneur de pouvoir rencontrer cet auteur et de lui poser des questions, d'autant que j'ai vraiment énormément apprécié son livre. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. The Curse, c'est une trilogie fantasy pour la jeunesse dans laquelle on va découvrir le personnage de Kestrel. C'est une adolescente de 16 ans qui a déjà des choix décisifs à faire pour son avenir. Elle est fille de gouverneur et sa position impose en fait qu'elle doit choisir entre soit se marier rapidement à un bon parti ou soit embrasser une carrière militaire, et Kestrel n'est vraiment pas encore très décidée par rapport au choix qu'elle doit faire vis-à-vis de son avenir. Et un beau jour, lors d'une balade en ville, Kestrel va se rendre un petit peu par hasard sur le marché aux esclaves et va acquérir un nouvel esclave qui s'appelle Arin, sans savoir que cette transaction va complètement bouleverser sa vie. Alors j'ai beaucoup aimé découvrir ce nouvel univers de fantasy, bien que la trame reste assez classique. On a le peuple des Valorians qui a conquis par la force le peuple des Érani et en a fait des esclaves. On est également dans une atmosphère à l'ambiance très gréco-romaine, que ce soit par des coutumes ou vraiment par des endroits spécifiques. On retrouve bien cette ambiance-là, et comme c'est une période historique que j'affectionne particulièrement, j'ai beaucoup aimé la voir à l'intérieur de ce livre. On a également un aspect très politique, de tactique militaire, de jeu de pouvoir, étant donné que Kestrel a été élevée pour devenir vraiment une tacticienne hors pair. D'ailleurs, sa langue acérée reste sa meilleure arme, mais au-delà de cet aspect-là, c'est vraiment la romance qui a une importance cruciale dans cette histoire. Donc si vous n'avez pas envie spécialement de lire une histoire d'amour, passez votre chemin parce qu'elle est vraiment au centre de l'intrigue. Ça reste un premier tome, un tome d'introduction. Parfois l'histoire peut sembler assez lente, mais lente ne signifie absolument pas ennuyeuse, puisqu'il y a eu quand même pas mal de rebondissements, pas mal de révélations également. En tout cas, ce livre a vraiment été à la hauteur de mes attentes. Je ne suis absolument pas déçue et il me tarde déjà de découvrir le tome 2. Donc pour moi, comme j'ai pu vous le dire, c'est un 4 sur 5. J'ai ensuite lu le tome 2 de la trilogie Le Joyau, écrit par Amy Ewing et sorti dans la collection R de Robert Laffont. Ce livre, je l'avais tiré au sort dans ma saga Bookjar début février. Je l'ai lu vraiment à la bourre, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même réussi à me caser cette suite de séries, sachant que ma lecture du premier tome remontait à février 2015. Oui. Il s'agit d'une dystopie dont le contexte m'avait beaucoup plu, mais il y avait eu quand même pas mal d'aspects négatifs, ce qui avait fait que mon avis du premier tome s'était révélé somme toute assez mitigé. On faisait alors la connaissance de Violette, issue des classes populaires, qui avait subi une éducation assez spéciale pour être vendue aux enchères,
et servir de mère porteuse aux plus riches personnes de la société, étant donné que chez les aristocrates on ne porte pas soi-même ses enfants dans son ventre, on fait appel à une mère porteuse. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette suite? Et bien cette suite c'est tout simplement l'histoire d'une fuite éperdue à travers le pays, mais également les prémices d'une rébellion contre l'aristocratie et le système des mères porteuses. J'ai plutôt bien aimé ce second tome, à mon grand étonnement, même si la romance m'a encore une fois de plus donné de l'urticaire, mais bon voilà, je n'arrive absolument pas à faire avec le personnage de Ash qui m'exaspère au plus haut point et que je trouve niais au possible, mais maintenant voilà, c'est vraiment subjectif de ma part. Le gros point positif pour moi dans cette suite, et ce qui a fait que j'ai mis quand même à ce livre la note de 4 sur 5, donc c'est vraiment pas négligeable, c'est l'aspect fantastique qui était à peine effleuré dans le premier tome alors qu'il m'intriguait beaucoup, et là il prend vraiment une belle ampleur, il m'a énormément intéressée. En fait, comme j'ai pu vous le dire, toutes les personnes qui sont sélectionnées pour devenir des mères porteuses suivent donc un enseignement très particulier au sein d'instituts dans lequel on leur apprend à se servir d'une espèce de magie qu'elles ont vraiment profondément ancrée en chacune d'elles, qui s'appelle les augures, et les augures leur permettent de modifier la forme de quelque chose, de créer quelque chose, et tout ça par la force de son esprit. Et là, dans cette suite, on va découvrir un petit peu mieux quelles sont l'origine de ces pouvoirs, comment s'en servir au mieux et de quelle manière les exploiter pour servir la cause de la rébellion. Donc j'ai vraiment énormément adoré cet aspect-là de l'histoire. En résumé, ce tome 2 me réconcilie un petit peu avec la trilogie. Voilà, il y a encore quelques éléments qui me chagrinent un petit peu, mais j'ai vraiment apprécié que la dimension fantastique prenne le pas sur la dimension dystopique. Et je suis très curieuse de savoir de quelle manière tout cela terminera, et j'espère ne pas avoir à attendre encore 2 ans avant de pouvoir lire le dernier tome de cette trilogie. J'ai lu en lecture commune avec ma copine Althea Sexy Lawyers, le 3e tome de la trilogie écrite par Emma Chase, qui m'a gentiment été envoyée par les éditions Hugo Roman. Vous le savez, je pense, j'apprécie énormément cette trilogie. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais adoré le second, j'étais donc plus qu'impatiente de découvrir ce 3e et dernier tome de la trilogie qui se focalisait sur Brent, donc le dernier larron de notre joyeuse bande d'avocats qui officie à Washington. Lors d'une réunion de famille, Brent va tomber sur son ancienne voisine qui s'appelle Kennedy, qui a été sa meilleure amie lorsqu'ils étaient petits et qui a également été son premier amour avant qu'elle lui brise le cœur. Donc la revoir après toutes ces années lui fait un effet incroyable. Il va essayer de se rapprocher de la jeune femme, mais celle-ci va vraiment faire preuve d'antipathie et de méfiance à son égard. Ils vont se retrouver tous les deux opposés lors d'un procès sur une même affaire, et là il va se rendre compte que Kennedy lui reproche énormément de choses par rapport à leur passé. Alors j'ai beaucoup aimé le personnage de Brent. Dans les précédents tomes, on le découvrait un petit peu comme quelqu'un de charmant, de charmeur, de drôle. Effectivement, c'est tout ce qu'il est. Il est également handicapé, il faut savoir qu'il a perdu une jambe quand il était jeune, donc il a une prothèse. J'avais un petit peu peur de découvrir un personnage qui souffre beaucoup psychologiquement de son accident, qui a tendance un petit peu à se replier sur lui-même, et en fait pas du tout. J'ai l'impression que cet accident, ça a été plus une force pour Brent qu'une faiblesse, étant donné qu'il savoure vraiment la vie à pleines dents. Il a une joie de vivre extrêmement communicative, donc pour moi ça a été vraiment un très bon personnage et une belle découverte. En revanche, je peux pas dire la même chose de Kennedy, je l'ai trouvée un petit peu pourri-gâtée sur les bords, je n'ai absolument pas accroché au caractère de ce personnage-là. Elle est un petit peu manipulatrice, elle sait un petit peu mener les garçons par le bout du nez, enfin vraiment j'ai été déçue. Et c'est ce qui fait que pour moi, malheureusement, ce tome a été moins bon que les 2 précédents, parce que n'ayant pas apprécié le personnage de Kennedy, et ben j'ai pas non plus accroché à la romance qui allait avec. Les révélations que donne l'auteur par rapport au passé commun de Brent et de Kennedy m'ont semblé un petit peu niaises. Et en plus de ça, j'ai trouvé le dernier tiers du livre carrément cliché, donc ça m'a beaucoup déçue de la part de l'auteur qui m'avait habituée à davantage de finesse dans ses précédents tomes. J'ai donc mis la note de 3 sur 5. Il y a cette trilogie un autre tome qui s'appelle le tome 3.5 et qui reprend les personnages de Jack et Chelsea que j'avais adoré dans le tome 2. J'ai lu ce tome 3.5 il y a quelques jours maintenant, je l'ai adoré et il m'a heureusement réconcilié avec cette trilogie, et je vous en reparlerai très vite.
Je vais maintenant pouvoir vous parler de mon deuxième coup de cœur de l'année qui a été pour La Faucheuse, écrit par Neal Shusterman et qui m'a gentiment été envoyé par la collection R. Dans cette histoire, on découvre que la mort c'est maintenant de l'histoire ancienne, plus personne ne meurt ou en tout cas pas de manière définitive. Si vous vous faites écraser par une voiture ou si vous tombez du 12e étage d'un immeuble, et ça vous vaudra simplement un petit aller-retour dans un centre de résurrection et au bout de 2-3 jours, hop, c'est reparti pour un tour. Maintenant vous vous doutez bien qu'il est quand même important qu'il y ait suffisamment de place sur Terre pour tout le monde et également suffisamment de ressources. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des faucheurs qui sont là pour tuer de manière définitive certaines personnes de la population en fonction d'un certain nombre de critères. Maître Faraday, c'est un faucheur très célèbre qui va débarquer du jour au lendemain dans la vie bien rangée de Rohan et de Citra, deux adolescents qui ne se connaissaient pas, et il va faire des deux jeunes ses apprentis. Je veux dire que cette lecture a été tellement incroyable, ne serait-ce que par rapport à l'univers. Je n'avais encore jamais lu de récit abordant ce thème-là. J'ai trouvé cette histoire riche en bien des aspects puisque au-delà de la mort, l'auteur nous propose des réflexions vraiment très intéressantes concernant la nature humaine, que ce soit d'un point de vue religieux, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit d'un point de vue professionnel ou familial. Énormément de thèmes vont être balayés et abordés lors de cette histoire. Alors certes, on n'a pas non plus un enchaînement d'actions à n'en plus finir, mais l'écriture de Neal Shusterman est tellement rythmée, tellement fluide que c'est un livre qui se lit très très rapidement. Dans son histoire, l'auteur alterne les points de vue de Rohan et de Citra, donc ça nous permet un petit peu de nous familiariser à ces deux jeunes. Je me suis vraiment attachée à eux, ils sont très différents l'un de l'autre. Citra, elle a vécu dans une famille qui était vraiment très unie, elle est un petit peu la tête pensante, elle réfléchit énormément, tandis que Rohan, lui, c'était plutôt la feuille de salade dans un sandwich, comme il aime bien se désigner lui-même comme ça, étant donné qu'il est issu d'une famille nombreuse et on lui accorde que peu d'attention dans sa famille. Il a plus tendance à agir, mais à agir avec empathie, et je l'ai énormément apprécié ce personnage. On va également faire la connaissance de plusieurs faucheurs célèbres. Alors c'est pas parce qu'ils exercent tous le même métier qu'ils ont tous le même caractère, loin de là. D'ailleurs, ils font tous leur métier mais d'une manière assez différente. Ils ont chacun des critères, des méthodes de travail qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Le faucheur qui m'a le plus marqué, c'est Godard, parce qu'il illustre vraiment à merveille les dérives de sa profession en exerçant par exemple plein de glanage de masse, c'est-à-dire des massacres collectifs. Donc en résumé, l'univers hallucinant de cette histoire m'a complètement happée. J'ai également apprécié les personnalités très recherchées et nuancées des personnages. C'est un livre qui se lit vite, qui se lit bien, qui est extrêmement addictif, dont tous les thèmes abordés m'ont énormément plu. Il y a beaucoup de retournements de situation très imprévisibles. Je me suis vraiment retrouvée plongée au début de cette histoire avant d'être recrachée à la fin, complètement pantelante et ne demandant qu'une chose: où est le tome 2 ? Cette update lecture est déjà terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!